la première représentation iconographique du Graal qu'on puisse trouver. Lancelot, lui, il va se retrouver dans une drôle de situation parce qu'il ne va pas pouvoir aller chercher le Graal à cause de cette tromperie. Bonjour à tous, bienvenue ici. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première émission de Secrets d'enluminure. Secrets d'enluminure, c'est une série d'émissions qui porte sur les enluminures du Moyen-Âge, les images des manuscrits du Moyen-Âge, avec des invités prestigieux qui connaissent très bien le sujet. Et pour cette première émission, nous parlerons du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde et de la forêt de Brocéliande. Nous parlerons aussi de l'origine du Graal et nous verrons comment les enluminures fonctionnent comme des bandes dessinées. Je suis très heureuse de vous accueillir ici au château de Châteaugiron, qui est une ville au sud de Rennes. Ici, nous sommes sous la belle charpente du Moyen-Âge. C'est une charpente qui date du XVe siècle, de la fin du Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge va du 5e jusqu'au XVe siècle, 10 siècles. Et donc Châteaugiron est une ville très importante au Moyen-Âge, comme l'atteste une enluminure. Et puis Châteaugiron a une très belle ville médiévale qui a conservé de très belles maisons à pans de bois, voilà, dans la rue principale. Nous avons le plaisir justement d'avoir deux invités, alors Sarah Toulouse et Pascal Lamour. Alors Sarah, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Sarah Toulouse, je suis archiviste paléographe et je suis conservatrice à la Bibliothèque des Champs Libres où je suis responsable du Fonds ancien. Le Fonds ancien de la Bibliothèque des Champs Libres, il renferme 76 manuscrits médiévaux, donc c'est quand même une collection qui est plutôt intéressante. Et parmi ces 76 manuscrits médiévaux, il y en a un qui est particulièrement intéressant pour aujourd'hui, puisque c'est un manuscrit arthurien, un manuscrit 255. Et il est particulièrement intéressant parce c'est un manuscrit qui date du début du XIIIe siècle, il est daté des années 1220. Et il semble que ce soit la plus ancienne version du Lancelot en prose, enluminé. Donc c'est pour ça qu'il était tout adapté à l'émission d'aujourd'hui. Très bien. Pascal ? Alors moi je m'appelle Pascal Lamour, je suis né en Bretagne, dans une famille d'agriculteurs, dans une campagne un peu retirée, donc j'ai été élevé en breton. Et dans ma famille, il y avait trois axes. Il y avait un carnet de chant, il y avait des plantes et de la médecine traditionnelle, et il y avait, pour finir, la passion de l'autre monde. Et j'ai passé ma vie, et je continue à la passer, à développer ces trois axes. Donc le premier, c'est donc le carnet de chant, donc j'ai fait le conservatoire, je suis devenu musicien professionnel. Aujourd'hui, depuis longtemps déjà. Le deuxième, c'est les plantes et la phytothérapie. Donc j'ai fait un doctorat de pharmacie et je me suis spécialisé en ethnopharmacie pour faire le lien entre la médecine populaire et la médecine contemporaine, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et la troisième, donc l'autre monde, donc c'est l'ésotérisme. Donc je suis devenu druide et aujourd'hui, donc j'écris des bouquins chez Glénat et chez Ouest France en croisant tous ces sujets, à savoir comment on peut parler de la médecine traditionnelle en partant des témoignages de l'Antiquité sur le druidisme et en associant la spiritualité et la médecine. D'accord, très bien. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi un manuscrit ? Alors manuscrit, ça vient du latin manus, ça a été écrit à la main, c'est un livre qui est écrit à la main. Donc ce sont les livres que l'on écrivait à la main au Moyen-Âge, puisque l'imprimerie n'a été inventée qu'en 1451 par Gutenberg. Et une enluminure, c'est toute décoration d'un manuscrit du Moyen-Âge. Donc ça peut être une lettrine, c'est-à-dire une lettre décorée, ça peut être une belle miniature, c'est-à-dire un petit tableau, voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler des légendes arthuriennes, puisque qui dit roi Arthur dit légende arthurienne. Alors en fait, ce sont les récits, tout simplement, qui parlent des personnages qui accompagnent le roi Arthur. Tous ces textes datent du Moyen-Âge et on les appelle aussi les romans de la table ronde. Alors pour commencer, notre premier personnage, ça va être Merlin. Alors dis-nous Pascal, qui est Merlin ? Alors la première chose, c'est de bien comprendre qu'avant ce qu'on appelle le cycle arthurien, il y a une période qui est la période celtique brittonique. Et c'est donc Pays de Galles, Cornouailles et Armorique. Et ce sont ces récits que Geoffroy de Montemousse a traduits
en latin et qui après ont servi à tout le monde pour faire améliorer les textes et faire plein de versions et c'est devenu donc le cycle arthurien. Donc dans presque tous les cas, donc, on a une origine brittonique. Dans le cas de Merlin, on a d'ailleurs son nom brittonique, Maury du Nom, donc forteresse de la mer, c'est vraiment le côté un peu puissant. Donc on le retrouve comme un personnage qui s'est retiré en forêt, qui vaticine, c'est-à-dire qui fait des prévisions et qui influence les gens qui dirigent le pays. Une fois qu'il est passé par Monmouth dans le mythe arthurien, dans le cycle arthurien, on le retrouve toujours comme notre enchanteur Merlin. Il se retire toujours en forêt, il vaticine toujours, mais on le fait vivre sans père, on le met à être vraiment l'enchanteur. Donc il prend tout un tas de dimensions nouvelles qui complètent celles qu'on a traditionnellement. Et donc c'est lui qui va évidemment conseiller Arthur et qui va entourer Arthur pour qu'on ait ce magnifique roman dont tu as parlé, de la table ronde. D'accord. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a une très belle image de reine, voilà, qui représente Merlin. Alors on a effectivement dans l'un des manuscrits de la bibliothèque cette image qui représente Merlin. Alors c'est pas le manuscrit des romans de la table ronde, c'est un autre manuscrit. C'est un manuscrit qui est un manuscrit du début du XIVe siècle, 1303-1304, et qu'on appelle le recueil encyclopédique, parce qu'il n'a pas vraiment de nom, et en fait il renferme tout simplement un certain nombre de textes plutôt savants de l'époque. Et parmi tous ces textes, il y a les prophéties de Merlin. Et cette enluminure se trouve tout au début des prophéties de Merlin, elle ouvre le texte, et elle représente effectivement le personnage de Merlin. Alors Merlin le savant, Merlin l'astronome ou l'astrologue, mais c'est un peu la même chose au Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire celui qui connaît le passé et qui prédit l'avenir. C'est pour ça que ce sont des prophéties. L'enluminure le représente comme un enseignant. Il porte un costume qui est plutôt celui effectivement de cette profession-là dans les manuscrits, à savoir il a une grande chasuble, il a surtout cette petite toque qui, en tout cas à l'intérieur du manuscrit de Rennes, c'est le costume de tous les enseignants dans le manuscrit. Et il est montré dans une attitude également de celui qui parle et qui enseigne. C'est-à-dire qu'il est debout, il a les deux mains ouvertes et il y en a une où il pointe avec son index, ce qui montre qu'il parle et qu'il dit quelque chose. Ce qui est amusant dans cette enluminure, c'est que le peintre a posé le personnage de Merlin sur le cadre, puisqu'il n'y avait pas de fond, il n'y a pas de décor, ça c'est assez commun dans les manuscrits de cette époque-là. Mais du coup, pour qu'il ne flotte pas trop dans les airs, il l'a quand même posé sur le bord, donc on a les pieds qui sont sur le cadre. Et donc ça, c'est plutôt amusant. On a une enluminure qui est assez sobre, hein. On est au début du XIVe siècle, donc on a un tout petit peu d'or qui a été ajouté quand même dans les coins, mais sinon on a quand même une palette de couleurs plutôt maigre, puisqu'on a des bleus, et du rose rouge et du orange, de l'ocre, voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez sobre. Mais le personnage est bien mis en valeur par le contraste des couleurs, notamment entre le rouge et le bleu, donc on a quelque chose d'assez élégant finalement. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer au deuxième personnage, Viviane. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on a ces personnages qui existent avant la légende arthurienne. C'est le cas aussi de Viviane, qui est la Dame du Lac, la grande fée, la grande déesse de l'eau, de la mer, la grande déesse des Celtes, que nous, on vénère en tant que druide. Alors, on a vu tout à l'heure que Merlin, effectivement, était un peu notre archétype à nous. C'est notre druide à nous, c'est notre référent. Et donc, le druide, c'est celui qui sait fidèlement. Et le rôle de Merlin, c'est justement l'enseignement et la transformation de la tradition. Et c'est ce qu'il fait avec Viviane. Donc ils ont une relation particulière tous les deux, ce qui n'est pas évidemment le cas dans la tradition celtique, mais qui le devient dans la tradition des mythes arthuriens. Et donc il donne ses secrets à Viviane, qui va s'en servir après pour le retenir prisonnier. Bien entendu, il sera un prisonnier un peu volontaire, donc on peut longuement parler de la symbolique du couple que forment Viviane et Merlin, et en particulier pour nous druides, où finalement il y a cette forme de transmission du savoir et cette valorisation du savoir et cette continuité. Le druide, c'est celui qui sait exactement, et l'objectif, évidemment, c'est que dans cette continuité, Viviane puisse transmettre le savoir et le diffuser. Tout à fait. Alors, et qui est Uther Pendragon ? Alors, Uther Pendragon, là encore, on a une trace brittonique.
Pendragon, donc pen, tête, dragon, dragon, donc c'est, en breton, on a aussi ces mots toujours, hein. C'est la tête de dragon, donc c'est la symbolique du chef parfait. C'est le père d'Arthur, en fait. Mais dans la tradition britannique, encore une fois, on le trouve bien comme père d'Arthur, mais ça s'arrête là. Ensuite, on sait qu'il a eu une relation particulière, que du coup, Arthur est un fils illégitime. À cause du fait qu'il ait eu cet enfant avec la femme du duc de Cornouailles. Voilà, et Merlin intervient encore, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on a, on a Arthur partout, mais on a aussi Merlin qui intervient régulièrement pour modifier le cours des choses. Et donc il transforme les traits de Uther Pendragon pour le métamorphoser en duc de Cornouailles, et c'est là que naîtra donc cet enfant. C'est de cette relation que naîtra Arthur, et donc ensuite le duc va mourir et Uther Pendragon va épouser la mère donc d'Arthur. Alors malheureusement il va finir tristement parce qu'il va boire de l'eau d'une source empoisonnée qui va être empoisonnée par les gens qui combattent, les combattants qui sont dans le camp adverse. Uther, ouais, tout à fait. Alors voilà, on a une très belle image d'Uther. C'est ça. Alors ici, on est devant une enluminure qui se trouve cette fois dans le manuscrit arthurien de la bibliothèque de Rennes, le manuscrit 255. Et c'est une grande lettrine qui se trouve au début du roman de Lancelot. Le manuscrit comprend 3 textes en fait. Il comprend l'histoire d'El Graal, le Merlin et le Lancelot. Et là, on est au début du Lancelot. Et c'est une grande lettrine. Elle est plus grande que les autres qu'on trouve dans le manuscrit puisqu'elle est au début d'un texte. Et donc elle a plus d'ampleur puisque... Il faut avoir en tête que les lettrines dans un manuscrit enluminé ne sont jamais purement décoratives, elles ont aussi une utilité. Elles permettent de comprendre la structure du texte, de voir les transitions, donc les changements de chapitres, de livres, etc. Donc le fait d'avoir une plus grande lettrine, ça marque une rupture plus grande dans le texte. Et donc là, on est au début d'un texte. Et alors du coup, l'enlumineur, il en a profité, parce que comme il a une plus grande lettrine, eh bien, il a mis plus d'images dedans, il a mis 2 images, il a utilisé assez habilement 2 parties du E, de ce grand E, pour mettre 2 scènes différentes, une en haut, une en bas, ce qui donne un peu l'impression d'avoir une bande dessinée du coup. Et donc ça, c'est assez intéressant. Alors la lettre, elle est assez sobre, il n'a pas fait beaucoup de fioritures sur la lettre, mais en revanche, les images se développent bien. Alors sur le registre supérieur, tout en haut, on a une scène où on voit un roi qui est assis sur son trône, et devant lui, il a un homme qui est agenouillé et on a l'impression qu'ils échangent une couronne. Et en fait, on a là la représentation d'une scène de l'hommage d'un vassal à son suzerain. Le roi, c'est Uther Pendragon, et celui qui est agenouillé devant, c'est un autre roi qui s'appelle Aramon, ou qu'on appelle aussi Hoel, qui est roi de Petite-Bretagne. Et il est venu demander de l'aide à Uther dans le cadre d'une guerre qui l'oppose sur le continent à Clodas, roi de Bourges, et au roi de Gaule. Donc il est venu demander de l'aide à Uther et il lui rend hommage à cette occasion-là. Et en dessous, eh bien, c'est la scène suivante. On a les 2 rois, ils sont présents à nouveau, là, cette fois, tous les 2 avec leur couronne, chacun sa couronne sur sa tête. Et on les voit en train d'embarquer, en fait, pour la Gaule. Et ils prennent le bateau, plus exactement les bateaux, puisque si on regarde bien, on voit une seule coque, mais on voit plein de figures de proue. C'est une autre façon de représenter de manière assez condensée le fait qu'il y a toute une flotte. Et on voit les 2 rois et un certain nombre de soldats en cotte de maille, de chevaliers qui sont déjà embarqués sur le bateau ou qui les suivent dans leur escorte. Et le personnage qui est juste dans le petit coin, qui n'est pas un chevalier puisqu'il n'a pas le même costume du tout, ça pourrait être Merlin, peut-être, on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, là, on a vraiment quelque chose d'assez majestueux comme enluminure au début de ce texte. Alors Pascal, tu nous parlais d'Arthur tout à l'heure. Vas-y. Alors c'est vrai qu'on a Merlin et on le voit au fur et à mesure qu'il intervient toujours en enchanteur et pour transformer les événements, pour les métamorphoser, parce qu'il est capable de métamorphose. Et en face, on a Arthur, qui lui aussi vient du brittonique, donc Arthur, ça vient de Ars, l'ours, qu'on a aussi en vieux breton également, et qui a un double sens, qui est à la fois le sens de l'ours, mais aussi le sens du guerrier. Alors pour nous, les druides, dans la tradition druidique, tous les druides viennent des îles du nord du monde. C'est très bien expliqué dans les Mabinogions, qui sont les textes qui ont servi à Monmouth pour pouvoir écrire ses prophéties de Merlin et son histoire des rois de Bretagne. Et donc, ces îles du nord du monde représentent pour nous l'origine. Et donc dans la tradition. Puis on trouve Arthur à nouveau
dans aussi les romances arthuriennes, médiévales, postérieures. Et là, on sait qu'il a vécu au 5e ou au 6e siècle et qu'il meurt donc à Camlann. Il sera transporté en île d'Avalon par sa sœur, demi-sœur, comme on veut, Morgane et d'autres. Et donc, il est en dormition, ça veut dire qu'actuellement, il est en attente. Il est mort, mais il est en attente. On trouve ça beaucoup dans le druidisme. Alors, ce qui est intéressant, à mon sens, dans la réflexion sur Arthur au niveau britannique, c'est que c'est le seul roi qui n'ait jamais été capable de fédérer les Bretons, c'est-à-dire les Bretons de l'île de Bretagne, c'est-à-dire les Bretons insulaires, et puis l'Armorique, nous, les Bretons continentaux. Et les Bretons sont toujours en attente du retour d'Arthur pour avoir leur roi qui fédère à nouveau le peuple, et on dit que les Bretons se réveilleront le jour où Arthur reviendra. Alors ça, c'est la tradition. Il faut savoir que dans le monde actuel, parce que ce qui est intéressant aussi dans tout ce qu'on partage, c'est à quoi ça nous sert aujourd'hui. C'est bien ces histoires, mais que deviennent-elles? Alors elles continuent à être transformées encore de manière contemporaine, et le mythe d'Arthur, la réflexion sur le roi qui combat les Saxons et qui mène les Bretons à une réflexion philosophique, symbolique, etc., nous l'attendons toujours. D'accord. Alors Sarah, raconte-nous ce que l'on voit sur l'image de Rennes avec Arthur. Ici, on a à nouveau une image qui est tirée du manuscrit arthurien de la bibliothèque de Rennes, et elle représente Arthur parlant à certains groupes de chevaliers. Donc Arthur est à gauche, il est représenté comme un roi, finalement un roi comme n'importe quel roi que l'on peut retrouver dans des manuscrits de cette période-là, comme on pourrait retrouver le roi Salomon par exemple dans une Bible. Il n'a pas de caractéristiques particulières. Mais il faut dire qu'on est tout au début de l'histoire de l'enluminure arthurienne. On est au tout début du XIIIe siècle. Il n'y a pas vraiment de tradition à ce moment-là de représentation très caractéristique. Et par exemple, dans ce manuscrit arthurien, vous n'allez trouver aucune scène d'Arthur avec son épée Excalibur, par exemple. Jamais. Voilà. Il est toujours représenté comme assis, en train de parler à ses chevaliers. C'est la seule représentation qu'on y trouve. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'effectivement, il ne se distingue pas vraiment des chevaliers par son costume. Il n'y a que la couronne qui le distingue. Il ne s'en distingue pas non plus par sa taille. Or, dans la tradition médiévale, normalement, plus un personnage est important, plus il est grand, ou plus les autres sont petits, ça marche dans les deux sens. Et donc là, si on connaît un petit peu l'enluminure médiévale, c'est un petit peu étonnant. Et ça fait sans doute référence en fait à la table ronde. Oui. Et au fait qu'autour de la table ronde, tous les chevaliers sont égaux. Et on peut voir dans cette manière de représenter le roi Arthur et ses chevaliers une évocation de la table ronde dont on ne trouve aucune représentation non plus dans ce manuscrit. Alors la table ronde, c'est quelque chose qui est bien connu du grand public, je pense, mais est-ce qu'on sait exactement ce que c'est? En fait, on ne sait pas non plus exactement ce que c'est, puisqu'il y a plusieurs versions. Donc dans la version la plus ancienne, ce serait Arthur qui l'aurait fait faire justement pour réunir les plus vaillants chevaliers autour. Mais il y a d'autres textes, notamment les textes du XIIIe siècle, qui vont faire un lien avec cette table et la table de la Seine. Et donc là, on dit que c'est Uther Pendragon qui aurait fait faire cette table à l'instigation de Merlin, mais qu'à la mort d'Uther, cette table serait retrouvée en possession de Léodagan, qui est le père de Guenièvre, et c'est au moment du mariage d'Arthur et de Guenièvre que Guenièvre aurait apporté cette table en dot auprès d'Arthur. Donc ça, et puis il y a d'autres traditions qui s'y réfèrent. Alors on peut se demander combien il y avait de chevaliers autour de la table, et ça aussi, c'est très très varié. On a une douzaine de chevaliers, 12 étant un chiffre symbolique si on se réfère effectivement à la scène, mais on a aussi une trentaine de chevaliers plutôt chez Chrétien de Troyes. Au XIIIe siècle, c'est plutôt autour de 150, et ça va même jusqu'à 1600 dans certains romans. Et alors, on se demande quand même la taille qu'elle pouvait avoir, parce qu'une table où on pouvait mettre 1600 chevaliers autour, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être. Et puis, il y a bien sûr le fameux siège périlleux autour de cette table, puisque normalement, comme on le voit autour de cette table-là, chaque siège porte un nom, le nom du chevalier qui va s'asseoir là. Mais l'un des sièges n'a pas de nom, il est vide. Et on dit qu'il est réservé effectivement au chevalier qui sera le plus pur et qui pourra achever la quête du Graal. Et si vous n'êtes pas suffisamment pur, vous n'avez pas le cœur suffisamment pur, et que vous vous asseyez dans ce siège, eh bien vous êtes englouti. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le siège périlleux. Tout à fait. Alors Guenièvre maintenant.
C'est vrai que pour le grand public, pour les gens qui ne savent pas, j'ai parlé tout à l'heure qu'on venait du monde britannique et puis Monmouth et d'autres ont commencé à sortir, Geoffroy de Monmouth à sortir les textes britanniques pour les emmener vers le latin, puis diffuser à l'échelle de l'Europe. Et il faut comprendre qu'il y a énormément de versions, il y a énormément d'enrichissements. Là, on parlait de la table ronde. Petit à petit, on voit apparaître le Graal, la table ronde, etc. On va vers une christianisation, en fait. Moi, en tant que druide, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On sort quelque part du monde druidique pour rentrer, et tous ces gens-là, pour rentrer dans un monde chrétien. Et Guenièvre, dont on va parler, est donc la femme d'Arthur. Alors, elle aussi, elle a une tradition brittonique. Djuanifar, donc on a encore en breton aujourd'hui également. Il faut savoir que le brittonique, c'est le gallois, le cornique et le breton, qui ont une même source linguistique, qui est différent du gaélique. Cornique, tu peux préciser? Cornique, Cornouailles. Cornouailles de Grande-Bretagne. Voilà. Et donc, Djuanifar, donc, c'est la fée ou l'esprit blanc. Donc c'est ça, Guenièvre, son nom d'origine. Mais elle est la femme d'Arthur, mais elle ne le trompe pas forcément. Et dans les versions, on voit au fur et à mesure, et c'est ça qui est intéressant, c'est rigolo, parce qu'il y a plein d'histoires de tromperie. C'est très contemporain, finalement, cette histoire. Et on est des fois près du lit pour regarder ce qui se passe. Moi, ça m'amuse beaucoup. Et donc, Guenièvre, finalement, va tromper son mari avec Lancelot. Et du coup, Lancelot, lui, il va se retrouver dans une drôle de situation parce que, comme vous disiez, il ne va pas pouvoir aller chercher le Graal à cause de cette tromperie. Mais là, on rentre dans un nouveau contexte. Et ce qui est intéressant, c'est, on a vu le couple tout à l'heure de Merlin et Viviane, et là, on est dans celui de Arthur et Guenièvre plus Lancelot, qu'on peut mettre autour. On rentre dans l'amour courtois, on rentre dans un nouveau discours qui va influencer finalement toute la fin du Moyen-Âge et aussi le monde celtique du 19e et 20e siècle, et encore aujourd'hui. Et je pense que Guenièvre est un élément très important de cette structure de l'amour courtois, parce que même si elle a trompé son mari, finalement, on continue à garder la séduction, le couple, etc. Et c'est fait d'enlèvement, de retour, enfin voilà, d'histoires qui font des films contemporain. Et finalement, Guenièvre, elle en aura marre de tout ça parce qu'elle va se retirer dans un couvent. Elle finira ses jours dans un couvent. Et c'est un exemple, je trouve, vous parliez tout à l'heure de bande dessinée pour les enluminures, mais ces histoires de la table ronde de Merlin, etc., qui commencent à fasciner les gens à nouveau parce qu'il y a eu toute une période de rupture après le Moyen-Âge, et ça a repris un peu au 18e, 19e, et c'est très vrai aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut vraiment lire, quoi, parce que c'est beau, c'est magique. Il y a des personnages drôles partout et c'est riche, c'est vraiment riche. Et avec toutes les versions qu'on peut croiser, on n'en a jamais fini en fait. Tout à fait. Alors on a une image de Guenièvre. Donc alors cette fois-ci, c'est la Bibliothèque nationale de France, qui est abrégée BNF. Donc là on a le roman du XIVe siècle, Lancelot du Lac. Et donc sur cette image, on a 3 personnages. Donc on a un personnage allongé, une femme, c'est Guenièvre, la reine Guenièvre, la femme du roi Arthur. On a Lancelot qui lui tient la main, le personnage au centre de l'image. Et on a un 3e personnage, voilà, on ne sait pas exactement qui c'est, mais ce qui nous intéresse ici, c'est Guenièvre et Lancelot. Donc on a des traces de sang sur les mains de Lancelot, de Guenièvre et même sur la poitrine de Guenièvre. Alors pourquoi ? En fait, l'histoire nous raconte que Lancelot est tellement amoureux de Guenièvre qu'il va réussir à écarter les barreaux de la fenêtre qui le sépare de sa bien-aimée. Et en écartant les barreaux, il va se blesser aux mains. Et donc c'est pour ça qu'il va mettre du sang comme ça sur Guenièvre. Sauf que là, il y a Méléagant, un chevalier, qui va s'en apercevoir et qui va accuser Guenièvre d'avoir fauté avec le sénéchal Queux qui a été blessé. Alors là, Lancelot va venger l'honneur de sa belle Guenièvre et va donc provoquer en duel Méléagant. Donc voilà, cette image est tout à fait étonnante parce que c'est quand même l'une des rares images où on voit une héroïne comme Guenièvre, les seins nus. Voilà, et on a une autre image que tu vas pouvoir nous commenter, Sarah, puisqu'elle vient de Rennes.
Oui, alors on voit bien en comparant ces deux images, le contraste est assez étonnant. On a 2 siècles quasiment qui séparent ces deux enluminures, donc on voit bien la différence de style et l'absence de décor, par exemple, dans celle-ci qui est du début du XIIIe siècle, qui, évidemment, par rapport à celle qu'on vient de voir, est beaucoup moins élaborée d'une certaine manière. Donc on a ici à nouveau ce qu'on appelle une lettrine historiée, c'est-à-dire une lettrine dans laquelle on est venu insérer une image. Donc ça, c'est typique aussi des manuscrits du Moyen-Âge. Voilà, c'est historié parce que cela raconte l'histoire du texte qui se trouve à côté. Et donc du coup, c'est bien, c'est intéressant, mais sauf que du coup, parfois, c'est un peu contraignant pour l'enlumineur parce qu'il a quand même une place du coup qui n'est pas toujours suffisante pour ce qu'il veut faire. Et donc, par exemple, dans celle-ci, comme dans certains nombre d'autres qu'on a vus avant, l'image déborde un petit peu parfois. On a de la chance quand même là, puisqu'on arrive à la voir, la lettre, mais parfois, l'enlumineur déborde tellement qu'on ne voit presque plus la lettre, tellement l'enluminure prend de place. Alors ici, on a une enluminure qui représente la reine Guenièvre, un écuyer et un chevalier. Alors, on se demande un peu où il est, le chevalier, mais en fait, il est blessé, il est assis, peut-être à moitié allongé, et on est en train de lui enlever sa cotte de maille. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on ne voit pas sa tête. Ben oui, sa tête, elle est en dessous. L'écuyer est vraiment en train de le déshabiller. Donc Guenièvre, elle est debout, on la reconnaît parce qu'elle a sa couronne, là encore, elle n'a pas de caractéristiques si extraordinaires que ça, mais elle a une couronne, donc on sait que c'est Guenièvre. Et elle est en train de parler, là encore, l'attitude avec la main comme ça levée. Et elle donne l'ordre donc à l'écuyer de déshabiller le chevalier blessé. Et on a cette cotte de maille. Alors moi je trouve que c'est une scène assez réaliste en fait, et ça c'est plutôt étonnant, puisque souvent les scènes sont un petit peu stylisées, on a du mal à reconnaître ce qui se passe, mais là je trouve qu'on arrive à bien voir en fait la scène, ce qui se déroule sous nos yeux, et c'est assez émouvant. On est face à une image qui est typiquement une image de l'amour courtois, avec la dame et son chevalier, donc dans une situation évidemment là un peu particulière puisqu'il est blessé. Mais on est vraiment dans cette iconographie-là, plus que dans une iconographie très arthurienne. Il faut remarquer que dans le manuscrit arthurien de Rennes, Guenièvre est très peu représentée. Il y a 3 ou 4 peintures seulement, lettrines, où on la rencontre. La plupart du temps, elle est avec Arthur, simplement assise à côté de lui. Oui. Elle n'a pas un rôle, dans l'enluminure, elle n'a pas un rôle très important dans ce manuscrit. Et c'est la seule enluminure du manuscrit où elle est un petit peu en vedette, si je puis dire. Alors, parle-nous de Morgane, maintenant. Alors, Morgane, c'est un personnage fascinant. Tout le monde connaît Morgane. Et on la connaît pas toujours avec sa vraie réalité, d'ailleurs. Parce que Morgane, comme les autres personnages dont on a parlé jusqu'à maintenant, a aussi son origine dans la tradition brittonique. Ça veut dire Morrigannet, en breton, on a aussi né de la mer, Morgannet. Et donc Morgane, au départ, est proche de la déesse des Celtes, finalement, de Sirona. C'est une autre déesse à nous. Et puis, quand Monmouth l'a fait rentrer dans la légende arthurienne, elle vit sur l'île d'Avalon avec ses 8 sœurs, et elle devient magicienne. Et puis au fur et à mesure de toutes les versions, on a dit qu'il y avait plein de versions, on la voit apparaître comme enchanteresse, comme magicienne, mais elle peut aussi être extrêmement négative, avoir un côté négatif. C'est-à-dire qu'elle peut même combattre carrément Arthur, dont elle serait la sœur, la demi-sœur, on ne sait pas très bien. Elle l'aurait transporté en Avalon, en même temps elle aurait essayé de le séduire, elle aurait essayé de séduire aussi Lancelot. Voilà, il y a toute une histoire un peu encore... fabuleuse, je trouve, autour de Morgane. Et surtout, c'est cette histoire de personnages un peu négatifs qui apparaissent, qui n'est pas du tout le cas dans la tradition. Et ce que je trouve aussi étonnant au fur et à mesure des versions, c'est qu'elle enferme les chevaliers qui trompent leur épouse, elle les enferme dans le val sans retour pour l'éternité. Tout à fait. Mais justement, alors sur cette image... Voilà, donc là, on a une très belle... Alors, on a 2 images qui proviennent de la bibliothèque Mazarine de Paris. Donc là, on a un premier tableau avec un premier personnage et un deuxième tableau avec un deuxième personnage. Vous me direz, c'est de la bande dessinée, mais pas du tout. En fait, on est au Moyen-Âge. Et ici, donc, on va être transporté dans le Val sans retour, en forêt de Brocéliande. Donc c'est le fief de la fée Morgane, la sorcière Morgane, la fée noire de Brocéliande, contrairement à Viviane qui est la fée blanche. Et donc Morgane est ici. D'ailleurs, on voit son nom marqué en lettres d'or, Morgane. Donc elle est ici avec un voile noir, une robe rouge. On voit qu'elle verse de l'eau. Et ici, donc, on est dans le Val sans retour. Et c'est vrai que le Val sans retour...
Morgane a jeté un sortilège sur le val sans retour. Alors écoutez bien, c'est tout chevalier infidèle, ne serait-ce qu'en pensée, Morgane ne plaisante pas, hein, qui pénètre dans le val sans retour, reste prisonnier de murailles invisibles. Mais Morgane, dans sa grande bonté, a tout prévu, hein, puisqu'une année d'enfermement paraît une seconde pour les chevaliers. Donc les chevaliers ont l'impression de rester peu de temps, mais en fait des années passent et ils ne rentrent jamais chez eux. Hein. C'est pour cela qu'on l'appelle le val sans retour. Et ce sera Lancelot qui viendra justement délivrer les captifs du val sans retour, puisque fort d'un amour parfait pour Guenièvre, hein, il n'est jamais infidèle à Guenièvre, même par pensée, donc il pourra délivrer les prisonniers du val sans retour. Et donc là, sur la deuxième image, on a donc le duc de Clarence, qui est un chevalier beaucoup moins connu, hein, des romans du roi Arthur. Et donc là, il arrive dans le val sans retour. Et on a presque la même image, comme si justement l'enlumineur avait voulu matérialiser, hein, les murs de cette prison dorée du val sans retour. Hein. Et voilà comment, au Moyen-Âge, on fait de la bande dessinée. Alors maintenant, on va passer à Lancelot, hein, qui est un personnage très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Lancelot. Je trouve que c'est un personnage très étonnant et très contemporain. Alors, à la différence des autres, lui n'apparaît jamais dans la tradition britannique. Il y a des essais qui ont été faits sur son nom à partir de Lance, etc. Ça ne marche jamais, c'est pas du tout convaincant. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle, en fait. Donc, ça serait probablement, on pense peut-être une création de Chrétien de Troyes qui aurait créé ce personnage. Lancelot, donc dans la légende arthurienne, c'est pas loin de chez nous en fait qu'il a vécu, qu'il est né, parce qu'il serait né en terre des Marches de Bretagne armoricaine, donc pas très loin, le fils d'un roi qui vivait, qui était là, voilà. Et donc ça nous relie à l'armorique énormément, donc moi ça me plaît beaucoup à chaque fois qu'on parle de l'armorique. Et Viviane le récupère enfant, et il s'appelle Galahad. Et elle va lui changer de nom, elle va donc l'appeler Lancelot, elle va l'entraîner dans son univers, donc Lancelot du Lac, et donc elle va lui apprendre là énormément de choses, dont l'art de la chevalerie. Il va être présenté à la cour du roi Arthur, et il va devenir un grand chevalier, très grand chevalier de la table ronde. Et malheureusement, en ce qui concerne le Graal, il ne pourra pas achever sa quête parce qu'il a eu cette histoire dont on a longuement parlé avec la reine Guenièvre. Voilà, tout à fait. Alors, sur cette image, encore une image qui est tirée du manuscrit arthurien de Rennes et qui représente cette fois qu'on appelle la folie de Lancelot. Alors, il y a plusieurs épisodes dans les romans arthuriens où Lancelot devient fou, et en général quand il est enfermé. Et c'est le cas dans cet épisode-là. À la suite, au cours d'une de ses aventures, il est fait prisonnier par une enchanteresse qui s'appelle Camille, celle-ci, et qui l'enferme, et il en devient fou. Et il est représenté ici sous les traits effectivement d'un homme fou. Et ça, au Moyen-Âge, la folie, c'est aussi la sauvagerie. Donc on le représente, il est à moitié nu, il est pieds nus, il a les jambes nues, il ne porte qu'une chemise qui est à moitié déchirée. Il est peut-être représenté un petit peu comme un homme sauvage, un peu poilu. Donc c'est typique effectivement de la folie. Il se détourne aussi des autres, hein, comme s'il voulait effectivement rentrer dans le mur, si je puis dire. Et donc là, c'est la manière du Moyen-Âge de représenter la folie. L'enchanteresse, elle est représentée tout à gauche. Elle est en train de demander, en fait, à l'un de ces hommes de libérer Lancelot. Et donc, on voit qu'elle parle avec autorité, puisqu'elle a l'index pointé. Donc ça, c'est toujours l'indice de quelqu'un qui parle avec autorité. Et le serviteur, lui, on a l'impression qu'il pousse Lancelot hors de la prison, hein, qu'il essaie de le faire sortir de la prison. La prison, elle est juste évoquée, puisque enluminure du début du XIIIe siècle, donc très très peu de décors, mais là il y a quand même un petit décor qui apparaît. Alors le château est simplement signifié par quelques créneaux qu'on trouve tout en haut, et la prison, cette sorte d'arche bleue là, qui représente sans doute la geôle, et donc c'est un petit peu stylisé, mais on voit bien qu'il y a une idée quand même d'enfermement. Et là, l'enlumineur, il a renforcé l'idée d'enfermement, parce que sur cette enluminure-là, il a fait 2 cadres. Normalement, il n'y a qu'un seul cadre. Et là, il en a fait 2 pour renforcer un petit peu l'idée de prison et d'enfermement.
Et donc là, on a tout qui concourt à cette idée de fermeture. Et du coup, on voit bien que Lancelot, lui, il essaye de sortir, de pousser au-delà de la lettre. Et d'ailleurs, il en sort sur le côté. Et donc ça, c'est assez... toute l'enluminure, en fait, toute la structure dans l'enluminure évoque la scène d'une certaine manière. Alors maintenant, on va passer à une image tout à fait étonnante qui représente le Graal. Alors, quel est ce plat? Vas-y, tu vas nous parler, Sarah. Alors là, on est devant une image qui est tirée du manuscrit arthurien de Rennes, mais de la première partie de ce manuscrit, qui est l'Histoire d'El Graal. L'Histoire d'El Graal, c'est la partie de l'histoire qui raconte comment le Graal a été emporté de Jérusalem jusqu'en Angleterre. Le Graal étant le récipient où on aurait recueilli le sang du Christ au moment sur la croix. Alors, cette enluminure, elle est particulièrement importante parce que, comme elle date du début du XIIIe siècle, eh bien, a priori, sous réserve qu'un jour on trouve mieux, mais c'est la première représentation iconographique du Graal qu'on puisse trouver. Vous n'en avez pas de plus ancienne. Et c'est ce qui explique peut-être sa forme un petit peu étonnante. Oui. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est une procession des personnages qui transportent une sorte d'assiette, de grande assiette, de grand plat, tout plat, une écuelle si vous voulez. Et en fait, eh bien, c'est la première forme qu'a pris le Graal dans les quelques images qui datent de cette époque-là. Au départ, le Graal, il apparaît pour la première fois dans un texte dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, où il est décrit une procession dans le château du roi pêcheur. Et dans cette procession, il y a une jeune fille qui porte un Graal. Il dit un Graal d'ailleurs, il ne dit pas le Graal, il dit un Graal. Et c'est donc un récipient. Mais on ne sait pas ce que c'est. Il ne dit pas ce que c'est d'ailleurs. Il ne dit pas ce que c'est, il ne dit pas à quoi ça sert. Et voilà. Et ce n'est qu'après, au début du XIIIe siècle, qu'on fait le lien entre ce Graal et le récipient qui aurait servi à recueillir le sang du Christ. Et c'est par cette association que progressivement, le Graal va devenir, dans la tradition iconographique, un calice, par association avec la messe, etc. Mais au début, c'est pas du tout, effectivement, si évident que ça. Alors, il a plein d'autres formes, hein, d'ailleurs, le Graal, dans l'histoire, mais voilà. Et donc, voilà comment, au tout début, on a représenté le Graal. Alors, le Graal, il est surtout associé aux personnages de Perceval et de Galahad, en fait. Tout à fait. Donc, ce sont les deux personnages qui sont les plus associés avec le Graal. Alors, Perceval, c'était un chevalier un petit peu naïf, mais assez vaillant, et qui est le premier à avoir aperçu le Graal justement dans le château du roi pêcheur, dans la première tradition des histoires arthuriennes. Il a vu cette procession, il n'a pas posé de questions, et donc il n'a pas pu aider le roi pêcheur, il ne peut pas donc terminer la quête du Graal. Plus tard, il est remplacé dans la tradition arthurienne par Galahad. Galahad, lui, est le fils de Lancelot et d'Hélène, Hélène étant la fille de ce roi pêcheur, de ce fameux roi pêcheur. Et lui, c'est le chevalier pur, c'est lui le chevalier le plus pur, c'est lui qui pourra terminer la quête du Graal, accompagné de Perceval et de Bohort, et donc qui pourra s'asseoir sur le siège périlleux. Voilà. Bon, allez, on a encore un petit peu de temps, on s'en fait une dernière, un petit bonus. Alors, la dernière image, je te laisse présenter Yvain et ensuite je commenterai l'image, Sarah. Alors, Yvain, c'est un chevalier qui est assez présent dans les romans arthuriens. On le voit souvent. Il est presque aussi présent que Gauvin, qui est le deuxième. Voilà, Gauvin et Yvain sont Laurel et Hardy des romans arthuriens. Non, pas tout à fait. Mais ils sont souvent dans les romans arthuriens. Et Yvain, on l'appelle aussi le chevalier au lion, parce qu'il y a une histoire entière qui lui est consacrée. Yvain ou le Chevalier au Lion, qui est un des 4 romans de Chrétien de Troyes, et ce roman-là se passe dans la forêt de Brocéliande. Et dans cette histoire-là, Yvain est le cousin d'un autre chevalier qui s'appelle Calogrenant. Mais il y a une autre tradition qui fait d'Yvain le fils d'Uriel et de Morgane, la demi-sœur d'Arthur, et qui donc il serait aussi, par cette tradition-là, le neveu d'Arthur. Tout à fait. D'accord. Alors, là, on a donc une très belle image, voilà, qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France à Paris, la BNF. Et cette image est très importante puisque c'est l'une des rares où l'on voit la fontaine de Barenton. Alors, la fontaine de Barenton, c'est
l'une des deux plus célèbres fontaines avec la fontaine de Jouvence à Brocéliande, en forêt de Brocéliande. Et donc Barenton a un pouvoir, c'est celui de bouillir. On raconte que c'est une fontaine qui bout. Donc si vous avez la chance un jour d'aller à Barenton, en Brocéliande, vous verrez peut-être justement des bulles remonter à la surface. Ça, c'est le premier pouvoir de Barenton. Le deuxième pouvoir, c'est que c'est une fontaine qui déclenche l'orage. Alors j'avoue que je n'ai pas pu résister. La première fois que je suis allée à Barenton, j'ai fait le rituel sacré qui est donc de prendre de l'eau de la fontaine, de verser sur le perron, donc qui est la grande dalle en pierre que l'on peut toujours voir à côté de la fontaine. Donc on verse de l'eau et à ce moment-là, un violent orage se déclenche. Et donc comme je l'ai fait, quand je l'ai fait, en effet, ça a marché. Je suis rentrée trempée, mais bon, de mauvaises langues diront qu'une averse est si vite arrivée en Bretagne. Alors ici, on est donc, c'est le roman, justement, le fameux roman divin ou le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, un roman du XIIe siècle, en gros en plein milieu du Moyen-Âge, un peu plus. Et donc là, on a Calogrenant qui est représenté. En fait, on a plusieurs personnages. Alors Calogrenant, donc c'est le cousin d'Yvain. Donc ce n'est pas Yvain, puisque Yvain est toujours représenté avec un lion sur ses armoiries, alors qu'ici on n'a pas du tout de lion, puisque Calogrenant c'est le chevalier or, donc en jaune, qui est ici. Ici c'est toujours Calogrenant qui est au centre, et on a un deuxième personnage qui est un chevalier rouge au bois. Donc en fait on a l'impression qu'il y a trois personnages, mais non, c'est le même personnage, Calogrenant, qui est dédoublé. Et ça, cela arrive souvent dans les enluminures. C'est une astuce que l'enlumineur, le peintre, utilise pour montrer justement qu'on a une succession de gestes très rapides. C'est-à-dire que là, on a Calogrenant qui prend de l'eau de la fontaine de Barenton dans un bassin en or, qui la verse sur le perron de Barenton, qu'on appelle le perron de Merlin. Et là, justement, les oiseaux se taisent. D'ailleurs, on voit les oiseaux dans l'arbre, là. Et un pin, nous dit le roman de Chrétien de Troyes. Et donc là, un violent orage se déclenche. Et à ce moment-là, un gardien rouge, Esclados le roux, c'est pour ça que c'est un chevalier rouge, c'est un personnage roux. Souvent au Moyen-Âge, les mauvais chevaliers, les chevaliers méchants sont roux, ou alors des chevaliers noirs. Et donc là, on a Esclados le roux, le gardien de la fontaine sacrée, qui vient affronter l'infâme qui a osé profaner la fontaine de Barenton. Et donc, on a Calogrenant qui se retourne rapidement pour affronter le gardien rouge. Et ce qui est formidable, donc un autre secret d'enluminure, c'est que ici, on a deux chevaux qui se confondent. Donc, c'est-à-dire ici, en fait, on a la tête du chevalier couleur or, Calogrenant, qui se confond avec la tête du gardien rouge. Donc ici, en fait, au premier abord, on a l'impression que c'est le cheval d'Esclados le roux, alors qu'en fait, si on regarde bien, on voit que la tête du cheval est orientée vers la droite. Donc c'est bien la tête du chevalier couleur or, mais pour montrer justement qu'il y a une telle confusion, que les chevaux se confondent, l'enlumineur a peint la tête en rouge pour montrer justement cette confusion même entre les chevaux. Voilà comment on a donc une très belle image encore qui utilise plusieurs temporalités dans la même image. Contrairement à la bande dessinée justement où on a une unité de temps par case, c'est vrai que dans les enluminures, on arrive justement à avoir ces moments successifs dans la même case. Voilà. Alors pour finir, juste deux petites questions à Sarah. Alors Sarah, il ne faut pas porter de gants quand on manipule un manuscrit. Pourquoi ? Alors c'est pas qu'il ne faut pas, mais disons que c'est pas particulièrement recommandé de porter des gants pour manipuler des manuscrits anciens ou des livres anciens d'ailleurs. C'est une tradition qu'on retrouve, qu'on voit souvent d'ailleurs dans les reportages divers et variés qui sont faits dans des institutions patrimoniales, mais c'est une erreur en matière de conservation. On croit bien faire et en fait on fait mal.
le fait de porter des gants va faire qu'on va avoir moins de sensibilité dans ses doigts et du coup on sent moins les gestes que l'on pratique et on peut abîmer en fait plus parce qu'on ne sent pas bien le geste qu'on est en train de faire. Et de plus, les gants, la poussière reste beaucoup plus dans les gants que sur les doigts. Les doigts sont recouverts d'une très très fine pellicule de graisse, alors, qui n'est pas dangereuse pour les objets, mais qui fait que la poussière ne s'y accroche pas, alors qu'elle accroche plus, que ce soit sur des gants en tissu ou des gants en matière plastique, la poussière va rester collée et on peut transporter la poussière comme ça d'une page à l'autre. Donc les recommandations actuelles en matière de conservation sont de ne pas porter de gants, mais d'avoir des mains propres pour manipuler les documents fragiles ou anciens. Alors c'est pas vrai pour tout type de documents, mais c'est particulièrement vrai pour les manuscrits et les livres anciens. Et deuxième question, combien coûte un manuscrit alors ? Combien coûte un manuscrit ? Ça peut. Il y a tous les prix. Un manuscrit du Moyen-Âge va forcément atteindre des prix relativement élevés aujourd'hui parce que ce sont des objets de collection. Donc il y a effectivement un marché de l'art, un marché du manuscrit ancien et notamment du manuscrit enluminé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les manuscrits enluminés qu'on peut trouver en vente peuvent atteindre des prix qui atteignent facilement plusieurs dizaines, centaines, voire millions d'euros, dans certains cas extrêmement prestigieux. Mais un manuscrit comme le manuscrit arthurien de Rennes, qui est un manuscrit enluminé du XIIIe siècle, si on en trouvait un sur le marché aujourd'hui, ça vaudrait sûrement 2 ou 3 millions d'euros facilement. Ouais. Tout à fait, ouais. Bon, nous avons fini cette première émission sur le roi Arthur. Merci à nos deux invités. Donc Pascal, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité ? Alors sur mon site internet www.pascallamour.bzh, mon actualité c'est au moins un livre, voire 2 par an, et un disque tous les 2 ans. C'est soit chez Glénat en ce qui concerne l'Heroic Fantasy, soit chez Ouest France, l'herbier secret du druide, les carnets secrets du druide, l'oracle du druide et dernièrement les symboles des Celtes. Très bien. Mon dernier album qui est sorti l'année passée qui s'appelle Les passeurs de l'autre monde. Très bien, super. Et puis, merci aussi à l'atelier Langlois qui a réalisé cette réplique de la table ronde de Winchester. D'ailleurs, l'original est aujourd'hui conservé toujours à Winchester, dans le château de Winchester en Angleterre. Et elle a été construite au XIIIe siècle, la réplique, l'original, pardon, pas la réplique justement. Et elle a été peinte au XVIe siècle. Et c'est Henri VIII, le fameux roi Tudor Henri VIII, qui s'est fait représenter sous les traits du roi Arthur. Et tout autour de la table, il y a 24 chevaliers, les noms de 24 chevaliers qui sont écrits, dont Galahad, Perceval et Lancelot. Donc voilà pour cette première émission de Secrets dans les murs. Et à bientôt pour une deuxième émission qui sera sur les femmes exceptionnelles en Bretagne. On parlera de chevaleresses et de femmes pirates. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.